Comment De Beers a réussi à convaincre le monde entier que l'amour se prouve en diamant. J'ai fêté mes 30 ans il y a quelques semaines et je peux te dire que ça pique. Qui dit 30 ans dit nouvelle décennie, changement de vie et je le vois autour de moi. Les discussions entre amis prennent un tout autre tournant. Ça parle de fiançailles, de mariage, de bagues, d'or, de diamants, ce qu'il faut offrir, à quel moment, pourquoi. Et dans tout ça, moi, il y a une seule chose qui m'a énormément intrigué. C'est la détresse de mes amis quand ils parlent des prix des bagues. Alors je me suis demandé pourquoi c'était un sujet aussi stressant. Comme si au fond, l'amour avait un prix. Du coup, j'ai décidé de creuser en bon marketeur que je suis pour comprendre pourquoi une pierre qu'on trouve partout sur Terre a réussi à devenir la preuve universelle de l'engagement. Et ce que j'ai découvert m'a mis une vraie claque. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment une seule entreprise a fabriqué cette croyance de toutes pièces, les mécanismes exacts qu'elle a utilisés et surtout pourquoi le monde entier est tombé dedans. Aujourd'hui, diamant et amour sont liés. C'est tellement évident qu'on ne le questionne même plus. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour comprendre ça, il faut revenir aux origines. Les premiers diamants ont été découverts il y a plus de 2000 ans en Inde et à l'époque, personne ne les porte en bijoux. Enfin, presque personne. Il se trouve que le diamant est la matière la plus dure sur Terre. On s'en sert donc pour graver, pour percer, pour couper. C'est un outil et non pas un bijou. Seulement les rois pouvaient porter des diamants. Les gens ordinaires, eux, se fiançaient avec des saphirs, des perles, des bagues en fer. Et se fiancer avec un diamant, ça n'existait pas. Et puis, en 1866, tout bascule. Un homme de 15 ans, Erasmus Jacobs, trouve une pierre blanche brillante sur la ferme de son père, près de la rivière Orange en Afrique du Sud. Il la donne à un voisin, le voisin la montre à un commerçant, mais personne ne pense que c'est un diamant, parce que c'est la première fois qu'on en trouve dans cette région. L'année suivante, la pierre est identifiée, 21,25 carats. On l'appelle le Eureka Diamond. Et le nom est parfait parce que ce petit caillou va déclencher la plus grande ruée vers le diamant de l'histoire de l'humanité. Des centaines de prospecteurs affluent à Kimberley en Afrique du Sud. Chacun creuse sa propre mine, chacun vend ce qu'il trouve à qui il veut, au prix qu'il veut. Pas de règles, pas de coordination, c'est le libre marché total. Et les chiffres sont sans appel. Avant 1867, le monde entier produisait environ 200 000 carats de diamants par an. 3 ans après la ruée, en 1872, Kimberley seul produit plus d'1 million de carats. Et en 1888, on atteint les 4 millions de carats par an, soit 20 fois plus de diamants en 15 ans. Et en économie, il y a un principe de base qui permet d'expliquer la conséquence qui s'ensuit. La loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre augmente et que la demande reste la même, le prix, lui, il baisse. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Conséquence, le prix du diamant chute et ceux qui avaient investi dans ces mines voient leur investissement fondre. Des mines fermes, le diamant redevient ce qu'il a toujours été, un joli caillou sans grande valeur. Sauf qu'un homme d'affaires britannique, lui, s'est dit « pas si vite ». Cet homme, c'est Cecil Rhodes, un vrai businessman dont la logique est glaciale. Il regarde la situation, des centaines de mineurs vendent librement, les prix chutent, les mines ferment, et il se dit, si tout le monde vend librement, le diamant ne vaut plus rien. Mais si un seul contrôle ce qui sort du sol, il peut fixer le prix qu'il souhaite. Alors, il décide de faire exactement ça. Il rachète mine après mine à Kimberley, celles qui ferment, celles qui survivent, tout. Et en 1888, il fonde De Beers Consolidated Mines. Résultat, De Beers contrôle environ 90% de la production mondiale de diamants. Et un seul homme décide combien de pierres sortent, à quel rythme et à quel prix. Le monopole est en place. Et ça marche. Pendant des décennies, De Beers maintient les prix en limitant l'offre. Les diamants se vendent comme un produit de luxe, aux riches comme symbole de statut. Pas encore d'amour, pas encore de tradition, pas encore de fiançailles. Juste du regarder ce que je peux me permettre. C'est un marché de niche qui tient grâce à la rareté imposée par De Beers. Mais dans les années 30, la Grande Dépression frappe. L'économie mondiale s'effondre, le chômage explose
et les gens n'ont plus d'argent pour les produits de luxe. Les riches achètent moins, les autres n'achètent pas du tout, l'offre est toujours contrôlée, mais la demande, elle, est morte. Et là, De Beers aurait pu faire ce que n'importe quelle autre entreprise aurait fait, de la publicité. Acheter des diamants, c'est beau, slogan classique, campagne classique, résultat classique. Mais eux voulaient bien plus que ça. Du coup, la suite de l'histoire est complètement folle. En 1938, Harry Oppenheimer, le fils du fondateur, va à New York pour rencontrer Gerald Locke, le président de N.W. Ayer, une agence de publicité américaine. Je sais ce que vous vous demandez, non, il n'a rien à voir avec le Oppenheimer de la bombe atomique. Donc notre ami Harry rencontre l'agence et il leur demande de trouver un moyen de relancer les ventes de diamants aux États-Unis. N.W. Ayer étudie alors le marché, l'analyse en profondeur et comprend une chose fondamentale. Les hommes achètent 90% des bagues de fiançailles. Du coup, la cible, c'est eux. Et pour convaincre un homme de dépenser gros sur une seule pierre, ce qui marche mieux que la logique, et ça me fend le cœur de le dire, moi qui me pense rationnel, c'est l'émotion. Il propose donc à De Beers une stratégie qui va bien au-delà de la publicité. C'est de lier le diamant à l'amour éternel. Et ça, en psychologie, ça s'appelle le framing. Théorisé en 1981 par les psychologues Amos Tversky et Daniel Kahneman dans une étude publiée dans la revue Science, le principe est le suivant. La façon dont tu présentes une information change la perception et la décision que les gens prennent. Même information, cadre différent, perception différente et donc décision différente. Et c'est exactement ce que N.W. Ayer propose à De Beers. Ne pas vendre le diamant comme une simple pierre, mais le cadrer comme la preuve de l'amour. Parce que si diamant égale amour, questionner le diamant, c'est questionner l'amour. Et ça, personne ne veut le faire. Cette idée, c'est du génie. Comment ils ont réussi à l'exécuter? Ok, en théorie, tout ça c'est bien beau, mais une idée, ça reste une idée. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent à l'action. D'abord, l'arme, le slogan. En 1947, Geraghty, une copywriter de N.W. Ayer, écrit 4 mots tard le soir, épuisé sur un carnet avant d'aller dormir. A diamond is forever. D'après les archives de l'agence, elle a failli les oublier au réveil. Quand elle les a présentés à ses collègues, ils n'étaient pas trop convaincus. La grammaire les gêne, are forever, pas is forever, mais Geraghty tient bon. Le singulier donne à la phrase le poids d'un proverbe, pas d'un argument de vente. De Beers valide le slogan et il paraît pour la première fois en 1948. Et ce slogan, c'est pas juste une belle phrase. C'est vraiment une arme psychologique. Parce que Forever fait 2 choses en même temps. Il dit que le diamant ne perd jamais sa valeur. Ça, c'est faux. Et il dit que l'amour ne meurt jamais. Et ça, c'est faux aussi. Non, je rigole. C'est vrai, c'est faux. C'est une question un peu plus philosophique qu'on traitera peut-être dans une prochaine vidéo. Bref, les 2 idées s'enroulent l'une dans l'autre et tu n'as plus envie de les séparer. Résultat, chez la femme, recevoir un diamant, c'est la preuve qu'il l'aime. Et chez l'homme, ne pas en offrir, c'est prouver le contraire. Le diamant n'est plus un cadeau, c'est un test. Et la seule façon de le réussir, c'est d'acheter. C'est fort, non? D'ailleurs, en 1999, Advertising Age classe A Diamond is Forever comme le slogan du siècle. Mais un slogan seul, ça ne suffit pas. Il faut le déployer. Et là, N.W. Ayer enclenche une machine de guerre. Les magazines féminins diffusent le message, Vogue, etc. Hollywood s'en mêle, Marilyn Monroe chante Diamonds are a girl's best friend. Les stars portent des diamants sur les tapis rouges, les bijoutiers sont formés pour dire c'est la tradition et c'est là que ça devient fascinant. N.W. Ayer crée le Diamond Information Center, un bureau qui fournit des articles tout prêts aux journalistes, des conseils experts aux bijoutiers, des guides éducatifs aux futurs fiancés. Tout est conçu pour que le diamant semble avoir toujours été la norme. Pas une innovation, une tradition. Et même les lycées sont ciblés. Des conférences données aux adolescentes sur l'histoire romantique du diamant, parce que si tu crois au diamant à 16 ans, à 26, tu en exiges un. Résultat des courses, avant De Beers, 10% des fiançailles américaines incluaient un diamant. Après leur campagne,
ce chiffre passe à plus de 80%. En 30 ans, une pierre qui était un simple outil est devenue le symbole universel de l'amour. Mais est-ce que ça marche vraiment? Ou est-ce que c'est juste un truc américain? Le Japon répond. En 1966, seulement 5% des femmes japonaises reçoivent une bague de diamants. De Beers lance la même campagne là-bas, même magazine, même star, même slogan. Résultat, en 1981, 60% des japonaises reçoivent un diamant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Edward J. Epstein, un journaliste d'investigation qui a eu accès aux archives de Beers et qui a documenté tout ça dans les années 80. La preuve que ça n'a rien de culturel. C'est mécanique, ou dois-je dire psychologique. Mais il reste un seul problème. Parce que si le diamant est la preuve de l'amour, eh bien on a tous envie de savoir combien coûte l'amour. Très bonne question. Tu connais la règle. Combien dépenser pour une bague de fiançailles? 2 mois de salaire. Ça a l'air d'une coutume ancestrale, ça te semble normal et c'est exactement le but. Parce que cette règle, ce n'est pas une tradition. C'est une instruction imprimée sur des affiches dans chaque bijouterie, distribuée aux vendeurs comme un guide de vente. De Beers a littéralement dit aux bijoutiers, montrez cette affiche. Dites aux clients que 2 mois de salaire, c'est le standard. Et le monde a obéi. Et ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Tversky et Kahneman l'ont démontré en 1974. Un chiffre initial, même arbitraire, influence toute la perception de prix qui suit. 2 mois de salaire, ça n'est pas un prix, c'est une ancre, un point de départ qui fait que tout ce qui est en dessous te semble insuffisant. Tu payes 1 mois de salaire, ton entourage te regarde de travers. Pourquoi? Parce que l'encre dit 2 et personne ne se demande qui a fixé cette encre. Et ce qui est fou, c'est que cette encre monte petit à petit. Dans les années 80, De Beers lance la campagne « Is 2 months salary too much to pay for a diamond that will last forever ?» Sous-entendu, non, c'est même pas assez. Au Japon, l'encre passe à 3 mois. Il se trouve que l'encre s'adapte au marché. Mais l'ancrage seul ne suffit pas. Il faut que le diamant semble rare. Parce qu'une pierre commune à 2 mois de salaire, ça questionne. Mais une pierre rarissime à 2 mois de salaire, ça semble logique. Sauf que le diamant n'est pas rare. La production mondiale dépasse 100 millions de carats par an. Et le public détient déjà plus de 500 millions de carats de diamants. 50 fois la production annuelle. Si les gens revendaient, le marché s'effondrerait. Alors comment De Beers maintient cette illusion de rareté? Eh bien, elle le fait grâce à 2 piliers. Le premier, les gens ne revendent pas. A diamond is forever ne dit pas seulement l'amour est éternel. Cette phrase verrouille la porte de revente. Revendre un diamant, ça devient comme trahir son partenaire. Du coup, tu ne revends pas. Et comme personne ne revend, personne ne découvre que la valeur de revente est infime. Deuxième pilier, De Beers contrôle l'offre. Ils organisent ce qu'on appelle des sites, des sortes de ventes privées où seuls 300 marchands triés sur le volet peuvent acheter des diamants aux conditions de De Beers, bien sûr. Donc, pas de négociation, pas de redistribution. Et quand l'offre menace de dépasser la demande, qu'est-ce que De Beers fait? Eh bien, il stocke. Et ça, notre ami Edward J. Epstein le rapporte en 1982. Il explique que De Beers détient plus d'1 milliard de dollars de diamants en réserve dans ses coffres à Londres. Et en 1980, quand le marché faiblit, eh bien, ils rachètent 400 millions de dollars de diamants pour maintenir les prix. Ils achètent leurs propres produits pour que le prix ne baisse pas. Du coup, ils arrivent à créer ce que Robert Cialdini appelle la rareté perçue. C'est un des 6 principes de son livre Influence et Manipulation qui dit que ce qui semble rare semble précieux, même quand ça ne l'est pas. Et en fait, les 2 mécanismes viennent se renforcer. L'ancrage te fixe le prix, la rareté perçue te fait accepter ce prix. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Les 2 ensemble, c'est un système de persuasion surpuissant. Donc De Beers utilise 4 mécanismes. Contrôle de l'offre, un monopole qui décide ce qui sort du sol. Framing, lier le diamant à l'amour pour interdire le questionnement. Ancrage, fixer le prix dans la tête avant même que tu ne le cherches. Et rareté perçue, te faire croire que la pierre est rare pour te faire accepter le prix. Et ça continue de marcher depuis presque un siècle. Et maintenant, tu comprends pourquoi. Au final, De Beers nous a juste prouvé que ce n'est pas le diamant, mais la persuasion qui est éternelle.